Fidèles auditeurs de la radio pour tous, Radio Djena, bonjour et bienvenue dans l'heure du droit. Dans ce numéro, nous parlons du droit successoral au Togo et plus précisément des modalités de succession et de tous les éléments qui entrent dans la procédure de succession. Yaoka Isa, l'invité du jour, est chercheur et assistant juridique des justiciables et c'est avec lui que nous allons aborder le sujet. Merci de nous suivre pour en savoir plus. Je suis Méchak Nyaro, cher invité, bonjour. Bonjour madame. Comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, nous parlons du droit successoral. Voilà. Dites-moi, c'est quoi le droit successoral? Alors merci beaucoup madame. Le droit successoral. Ok, donc c'est l'ensemble des règles qui régissent la dévolution du patrimoine d'une personne décédée qu'on appelle les décujus, donc à ses héritiers ou à ses successibles. Ok, donc en général, on parle de succession et de libéralité, ou bien quand on dit succession tout court, y compris les libéralités aussi. Ok. Donc, il ne peut pas avoir de succession ouverte sans patrimoine, puisque le patrimoine domine tout. Ok, vous allez voir tout à l'heure quand on va parler de l'héritage, du patrimoine et de la succession, vous verrez que les deux notions, patrimoine, succession et héritage, sont comprises, voilà, donc dans le patrimoine. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, le droit successoral, donc c'est seulement l'ensemble des règles qui régissent l'attribution donc des droits du défunt, qu'on appelle décujus, à ses héritiers, ok, soit par succession, soit par testament. Merci beaucoup, madame. D'accord. Voilà. Alors, vous avez parlé de succession, vous avez parlé de libéralité. Oui. À quoi cela renvoie-t-il? Alors, la succession, quand on parle de succession, c'est l'ensemble des droits, ok, du défunt. Ok, l'ensemble des droits, ou bien la transmission des biens du défunt à ses héritiers. Ok, la succession, c'est aussi les règles qui régissent le patrimoine transmis aux héritiers. Ok, les libéralités concernent les legs, ok, que le défunt, avant sa mort, peut donner par testament, ok, aux personnes qu'il choisit. Donc, ça peut être les membres de sa famille ou bien un tiers. Ok. Donc, par libéralité, le décujus ou bien une personne en général manifeste sa volonté dans un acte qu'on appelle le testament. Ok. Qui a diverses formes. Hein. Il y a le testament holographe, il y a le testament mystique, il y a le testament authentique, et c'est dans ces éléments dans ça là qu'il manifeste sa volonté d'attribuer une partie de ses biens ou bien la totalité de ses biens à des personnes qu'il choisit. Voilà. Merci. Parlons du testament. Généralement, on parle de succession testamentaire et on parle également de succession légale. Quelle est la différence entre ces deux éléments? Alors, quand on parle de la succession légale, c'est-à-dire c'est ça la succession ab intestate. Ok? Ab intestate, c'est une expression latine qui signifie que la succession s'ouvre par la mort et que c'est la loi qui la réglemente. Ok? Donc, la succession légale, c'est celle qui est ouverte selon les règles du Code togolais des personnes et de la famille. Donc, en appelant les héritiers, ils seront saisis selon l'ordre qui est requis. Ok, ça c'est la succession légale. La succession testamentaire signifie que elle est ouverte selon, ou bien elle est dévolue, ou bien elle émane seulement de la volonté du décujus qui devient en tout cas testataire, testateur, voilà, s'il est déjà mort, voilà, il devient le décujus. Ok, ça veut dire que c'est sa volonté qui agit. Alors que la succession légale, c'est la loi même qui organise la dévolution des biens aux héritiers ou aux successibles. Alors que dans la succession testamentaire, c'est une personne, ok, qui manifeste sa volonté d'attribuer à telle personne ou à telle autre donc les droits qu'il dispose donc pour le temps où il ne vivra plus. D'accord. Voilà. Alors entre la succession légale et la succession testamentaire, quelle est celle qui prédomine sur l'autre? Alors, il faut reconnaître d'emblée que la succession légale domine, ok,
puisque le cas le plus fréquent, c'est quand une personne décède et que ses enfants ou les descendants d'eux décident donc de venir à la succession. Okay? Les testaments, oui, cela ne manque pas, mais le cas le plus fréquent, c'est les testaments, les successions légales. Okay? Et c'est le cas le plus commun de nous tous. Hein? Donc, le père décède ou bien la mère décède et puis ses enfants vont être appelés à la succession selon l'ordre requis par la loi. Okay? Les testaments, il n'en manque pas, mais la succession légale prédomine, donc la succession testamentaire. D'accord. Ouais. Est-ce que c'est seulement lorsqu'il y a décès, il y a départ d'une personne, que la succession s'ouvre? Merci beaucoup, madame. Il faut dire que selon la loi, le Code togolais des personnes de la famille, article 405, je crois bien, dispose que la succession s'ouvre par la mort. Okay? Uniquement par la mort. Okay? Ici, il faut reconnaître que le droit éprouve des difficultés de définir ce que c'est que la mort. Okay? Mais il faut comprendre que c'est la mort naturelle. Okay? Et si on se transporte un tout petit peu dans le domaine de la philosophie, donc la mort cérébrale, okay? La cessation définitive des fonctions vitales. Okay? À cette mort naturelle qui engendre donc automatiquement l'ouverture de la succession, il faut ajouter par exemple la disparition, okay? Qui d'une manière ou d'une autre peut conduire aussi aux mêmes effets que la mort. C'est-à-dire, vous appelez quoi par disparition? La disparition est définie par l'article 20 du Code togolais des personnes de la famille comme une personne dont l'absence s'est produite dans des circonstances de manière à mettre en danger sa vie sans que son corps ait pu être retrouvé. Okay? Et dans ce cas, quand il y a disparition et qu'il y a un jugement déclaratif donc de décès, alors ça produit les mêmes effets que la mort naturelle, c'est-à-dire ça va engendrer aussi l'ouverture de la succession de la personne disparue. Il y a aussi l'absence, l'absence qui est, on va dire l'absence, donc une personne qui a cessé de paraître dans son domicile sans qu'on ait de ses nouvelles. Okay? Toujours définie dans l'article 20 du Code togolais des personnes de la famille, qui aussi, après un certain moment, quand ça se produit, il y a deux effets. Soit il y a une présomption de vie, puisque la personne qui n'est plus, on ne sait plus si elle est là, mais on ne peut pas présumer qu'elle est morte. Okay? Même dans la vie courante, on dit souvent que pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles, oui. Voilà. Et donc, il y a présomption de vie et présomption de mort. Okay? La présomption de vie va donc permettre de saisir le juge pour qu'on organise les biens de la personne absente, qu'on ne retrouve plus. Donc la présomption de mort va entraîner par exemple le jugement déclaratif d'absence qui, après 10 années ou bien 20, donc peut conduire à la mort, okay? Puisqu'on présume que la personne n'est plus là et donc à partir de ce moment, on va donc organiser, ouvrir la succession. Et ça produit les mêmes effets que la mort naturelle. Voilà. Parlons toujours de la succession. Quels sont les bénéficiaires d'une succession qui s'ouvre et quel est l'ordre de jouissance de ces personnes? Alors, merci, madame. Les bénéficiaires d'une succession, il faut d'abord reconnaître que la loi dédie, le Code togolais des personnes de la famille, dit que pour succéder, il faut vivre au moment de l'ouverture de la succession. La première condition. La première condition. C'est-à-dire, il faut être présent. Il faut être en vie au moment de l'ouverture de la succession. Et donc, la question renvoie à une autre question qui demande à savoir, est-ce que, par exemple, toute personne qui émane du décujus peut venir à la succession? La réponse est à la fois oui et non. Okay? Oui, toute personne est appelée, par exemple, si toutes les personnes-là remplissent les conditions. C'est-à-dire tous les héritiers ou les successibles remplissent toutes les conditions. Mais non, lorsque certains présumés héritiers ne remplissent pas ou bien ne remplissent plus les conditions pour être appelés à la succession. Et là, il faut appeler le cas de la conception. Okay? On considère que l'enfant simplement conçu, est considéré comme né s'il y va dans son intérêt. Donc, normalement, pour venir à la succession,
il faut être né, vivant et viable, il faut être majeur, il faut vivre, il faut être l'enfant du décujus, ou bien en tout cas être appelé à la succession. Est-ce que c'est valable pour les personnes, les enfants qui ont été adoptés? Oui, bien sûr. Même pour arriver là, s'il vous plaît, l'enfant simplement conçu est appelé à la succession par une fiction juridique. Quand vous parlez de simplement conçu, qu'est-ce oui, que... je veux dire que le législateur a fait en sorte que si au moment de l'ouverture de la succession, il y a un enfant qui était conçu par la femme, par l'épouse de l'époux qui est décédé et dont la succession est ouverte, la loi fait en sorte que l'enfant qui est conçu ne soit pas ignoré dans la répartition de la succession, du patrimoine. Donc, on considère qu'il est né quand bien même il est simplement conçu. Et donc, c'est une personnalité juridique, c'est une capacité juridique qu'on confère à l'enfant, mais une capacité juridique provisoire. Donc, c'est conditionné à ce qu'il soit né, vivant et viable par la suite pour confirmer vraiment qu'il doit venir à la succession. Ce qui voudrait dire que si par la suite l'enfant n'est pas vivant et viable, donc ce qui lui était destiné va revenir à la succession. On considère qu'il n'a jamais existé et donc voilà. Alors, cela veut dire que c'est uniquement les personnes de la famille qui ont un lien biologique ou légal avec le défunt qui jouissent et qui bénéficient, qui entrent autant pour moi dans la succession. Oui, ici, il faut reconnaître que on parle de la parenté, de l'alliance. Il y a les liens de... les effets que produisent le lien matrimonial. Il y a, comment l'appelle-t-on, l'alliance, et le lien biologique qui entre aussi en jeu. C'est-à-dire que l'enfant qui est issu de son père. Donc... ces enfants-là, les enfants du décujus, sont automatiquement appelés. Et c'est les premiers. C'est le premier degré des personnes qui succèdent à leur défunt, à leur auteur commun. Voilà. Maintenant, il y a aussi les collatéraux, c'est-à-dire que les frères et sœurs du défunt. Il y a aussi les ascendants du défunt, ses pères et mères. Et les aïeux comme avec les degrés qu'on peut énumérés qui viennent. Mais c'est difficile qu'une personne tierce se présente comme successible. Là, il faut plutôt parler du testament. Puisque dans le testament, le testateur est libre de manifester sa volonté de confier tous ses biens ou bien une partie de ses biens, selon qu'il s'agit d'un legs universel ou à titre universel à une tierce personne. Là, ça ne prendra effet que lorsque la personne ne sera plus là. Là, on parle de testament. Donc, qu'un tiers ou bien qu'une tierce personne vienne à la succession, il faut savoir que c'est par le biais du testament. D'accord. Voilà. Alors, dites-nous, quelle est la répartition en pourcentage de... Quel est le taux et le pourcentage dont bénéficie chaque successible? Alors, là-bas, ça dépend. Ça dépend lorsque, par exemple, le décujus, le défunt, laisse derrière lui ses enfants et les descendants de ces enfants-là, avec le conjoint survivant, et comment l'appelle-t-on, les ascendants du décujus, cela diffère, Lorsque il y a les enfants et le conjoint, la femme reçoit le quart de la succession. C'est-à-dire il y a les enfants du décujus et que ces enfants-là ont aussi des enfants. Bon, ça dépend qu'il y ait des enfants ou pas. La femme reçoit, puis c'est ce que la loi dit. La loi détermine plutôt la part qui revient au conjoint survivant. D'abord. D'abord. Le reste, là, on considère que ça revient d'emblée aux autres personnes. Nous sommes d'accord? Donc, le conjoint survivant, par exemple, reçoit le quart lorsque le décujus, en quittant, laisse ses descendants, c'est-à-dire ses pères et mères, les enfants et le conjoint. Maintenant, lorsque le décujus laisse seulement, il n'y a pas les enfants, il n'a pas d'enfants ni des enfants d'eux, et qu'il laisse seulement le conjoint survivant et ses ascendants. Dans ce cas, le conjoint survivant reçoit la moitié du patrimoine, de la succession.
Nous sommes d'accord? Voilà. Lorsque le décujus décède, donc le décujus laisse derrière lui seulement le conjoint survivant, ok, et qu'il n'y a pas d'ascendant, la totalité de la succession revient au conjoint survivant. Ok. Mais lorsqu'il n'y a pas de conjoint survivant et qu'il y a des ascendants, alors qu'il y avait aussi des enfants, eux-là, en réalité, ils ne viennent à la succession que après que les enfants sont satisfaits. D'accord. Voilà. Et quel est le quota ou le pourcentage que reçoivent les latéraux et les ascendants? Le quota varie, comme je viens de le dire. Et c'est en fonction de ce qui est disponible encore, en fonction de ce que la loi réglemente. Oui. Okay? Donc les enfants, normalement, comme je l'ai dit, s'il y a le conjoint survivant, les enfants vont recevoir donc la part qui leur revient, c'est-à-dire que le conjoint survivant prend le quart. Okay? Il y a des enfants et il y a les descendants, il y a le conjoint survivant, il reçoit les quart. Donc les enfants, pour eux, on ne sait pas, ils sont au nombre de combien. Donc leur nombre dépendra de la partie de la part que chacun recevra dépendra du nombre d'enfants qu'ils sont. Ok. Donc il n'y a pas un montant déterminé. D'après le Code togolais des personnes de la famille, c'est le montant que doit recevoir le conjoint survivant qui est spécialement déterminé de manière précise. Pour les enfants, le reste, si c'est un terrain par exemple, c'est par lot. Ok, et après avoir enlevé la part du conjoint survivant, la part des ascendants, selon les degrés, ce qui revient aux enfants, c'est à eux donc de partager cela. Donc, il n'y a pas de quota précis. Ok, c'est en fonction de ce qui sera disponible, ok, ce qu'ils vont recevoir, que les enfants vont partager. C'est pas si vous comprenez. Oui, c'est voilà. Bien compris. On ne peut pas parler de succession sans parler de patrimoine. Yao Kaïsa, dites-nous, c'est quoi le patrimoine? Alors, le patrimoine, c'est pourquoi je l'ai dit en amont, les expressions patrimoine, succession, héritage sont en quelque sorte synonymes, à quelques différences ou bien exceptions près. Voilà. Donc, le patrimoine, on peut le définir directement comme l'ensemble des biens et des obligations d'une personne, ok, envisagé comme formant une universalité de droit, c'est-à-dire une masse mouvante dont l'actif ne peut pas se dissocier donc du passif. Est-ce que vous comprenez? Et je vais l'expliquer maintenant. Le patrimoine, c'est que vous avez, d'abord c'est une universalité de droit. On considère que vous avez par exemple des dettes et que vous avez des créances. Les deux forment ce qu'on appelle le patrimoine. Donc, il y a les côtés actif du patrimoine qui est constitué des droits ou bien des prestations à recevoir selon que c'est un droit personnel ou bien les droits que vous avez sur des choses qu'on appelle droits réels. Est-ce que nous sommes d'accord? Maintenant, le fait que par exemple vous devez respecter le droit réel de quelqu'un, ça fait partie de du passif, ok? Ou bien vous devez une somme d'argent à quelqu'un. Ça fait partie de votre patrimoine, mais c'est le côté négatif du patrimoine, ok? D'autant plus que quand on parle du paiement, ok, d'une créance, ce n'est pas toujours de l'argent. Hein? En droit, quand on dit créance, c'est toute obligation dont, par exemple, le créancier, dont une personne est créancière. Donc, ça peut être une somme d'argent que vous devez à quelqu'un. Ou une prestation. Mais le côté passif, c'est que c'est vous qui devez exécuter la prestation au profit de l'autre personne. Donc l'autre est créancier, vous êtes débiteur. Donc, parce que l'obligation fait partie de votre passif, ça rentre dans votre patrimoine toujours. Mais ça, c'est le côté passif. Oui. Est-ce que nous sommes d'accord? D'accord. Voilà. Est-ce que quand on parle du patrimoine d'une personne, plus précisément de l'actif, est-ce qu'il s'agit seulement des biens matériels comme des maisons, des voitures? Est-ce qu'on a les biens immatériels? Alors, quand on parle du patrimoine, d'abord, quels sont les éléments qui rentrent dans le patrimoine? Ok. Et d'abord, là-bas, il faut faire la différence entre les droits réels et les droits personnels. Les droits réels, les droits personnels et les nouveaux biens, qui sont les droits intellectuels. Ok. Les monopoles d'exploitation, comme un artiste qui
sur un brevet, il a le droit sur ce brevet-là pendant un moment donné exclusivement et il peut interdire à quiconque de l'utiliser. Ça fait partie de son patrimoine. Voilà. Donc, les trois éléments-là font partie du patrimoine. Il y a les droits réels et quand on parle des droits réels, il y a des droits réels donc comme des corps certains, voilà, donc des meubles, des immeubles, ok. Et là où il faut parler des éléments incorporels, c'est là-bas par exemple que le législateur consacre l'expression de meubles par détermination de la loi. Là, c'est les biens incorporels, donc qui sont considérés comme des meubles. Par exemple, une action en justice qui tend à protéger un meuble, un ordinateur. Un ordinateur, c'est un meuble par nature, parce qu'on peut le déplacer d'un point à un autre. Donc, si par exemple, un dommage veut endommager ou bien déjà endommager cet ordinateur et que vous devez avoir une action contre cette personne en justice-là, cette action-là est considérée comme un meuble, mais c'est un meuble incorporel par détermination de la loi. Est-ce que nous sommes d'accord? Les parts sociales des sociétés, qui sont aussi en réalité, on ne peut pas les voir en réalité. Les actions. Les actions, mais elles sont considérées comme des meubles incorporels, donc c'est aussi des biens. Donc ça peut faire partie du patrimoine. Ça peut faire partie du patrimoine. Maintenant, lorsqu'on se trouve dans une situation de succession, est-ce que les successibles héritent de tout le patrimoine? Est-ce que c'est tout ce qui est évalué comme actif et passif qui va être transmis aux héritiers? Alors, merci madame. Pour venir dans la succession d'abord, il faut que les héritiers soient saisis. Ok? Lorsque la personne décède et qu'on ouvre, la succession est ouverte, il faut que les héritiers soient appelés à la succession. Ok? Il y a ceux qui vont accepter la succession de manière pure et simple. Ok? Donc ça peut être express ou tacite. Ok? On sait que notre papa est décédé, il a des biens, nous devons les partager et à un moment donné, je peux faire un acte pour dire voilà, j'entends véritablement prendre parti, donc participer à la succession. Ça, c'est express. Ou bien je n'écris rien, je ne fais rien, et puis on voit, je pose des actes qui prouvent que je veux vraiment faire partie de la succession. Nous sommes d'accord? Pour arriver à la question, je passe par ici d'abord. Donc, il y a aussi l'acceptation sous bénéfice d'inventaire. C'est-à-dire que l'héritier, ou bien le présumé successible, dit, avant de participer ou bien avant d'accepter la succession, il voudrait voir l'inventaire de tous les biens disponibles d'abord. Ok? L'intérêt, c'est quoi? Ça lui permet de ne participer aux dettes éventuelles. On va arriver là-bas, qui peuvent dépasser l'actif. Peuvent dépasser l'actif. Donc, les dettes, ça lui permet de voir si, en acceptant cette succession-là, il va payer au-delà de ce qu'il va recevoir dans la succession. Donc, il a par exemple 3 mois pour faire l'inventaire et donc 40 jours, par exemple, pour faire parvenir sa réponse. Nous sommes d'accord? Donc, il peut accepter la succession sous bénéfice d'inventaire. OK? En dehors de ça, il y a aussi les renonçants. Les gens qui renoncent à la succession, ils disent, je ne veux pas donc participer à la succession. Mais cette renonciation, bien évidemment, ne se présume pas. Il faut qu'elle émane d'une, comment l'appelle-t-on? Elle émane du greffe du tribunal, du lieu où la succession est ouverte, pour qu'on atteste que cette personne-là renonce à la succession, dit qu'elle ne veut pas agir. Nous sommes d'accord? D'accord. Est-ce que maintenant, on bénéficie du patrimoine de la personne, de tout son patrimoine, de ce qu'elle décède? De tout son patrimoine, à l'exception du cas où il a manifesté son intention, il y a un testament. Dans ce cas, on parle des, comment l'appelle-t-on, héritiers légataires, ok? C'est-à-dire, là-bas, ça peut être un tiers. Ça peut être toujours un membre de la famille, ça peut être un héritier, donc une descendance, par exemple, un descendant du décujus, ok? Donc, en dehors du testament, c'est tous les biens, du décujus qui rentrent dans la succession. Tout ce qu'il peut détenir, par exemple, les parts sociales, tout ce qu'il a, même les actions qui constituent des créances. Okay? Les droits réels, les droits personnels, les droits, tout, ça rentre dans la succession. Sauf s'il a donc écrit un testament. Là, on voit quels sont les biens qu'il a voulu sortir de la succession en mettant, quel est le contenu du testament. Donc, les biens qui ne feront pas partie de la succession, c'est ces biens-là qui font partie donc du testament. Donc,
dès l'ouverture de la succession, on sortira les biens donc qui font partie du testament, et le reste des biens là, c'est les biens qui sont disponibles pour le partage. Attention, et il faut rappeler qu'il y a ce qu'on appelle la quotité disponible, hein, et que lorsque le décu juste, par exemple, de son vivant, avait donné beaucoup de biens à un légataire, il a fait beaucoup de legs, c'est-à-dire une libéralité. Oui, nous reviendrons sur les dons et les legs. Oui. Nous reviendrons sur ça, nous reviendrons dans l'émission. Alors, qu'est-ce qu'il arrive lorsque, par exemple, les ayants droit refusent de bénéficier ou bien refusent d'entrer dans la succession? Lorsqu'ils rejettent le patrimoine, ils refusent d'hériter de leur ascendant décédé. Alors, lorsque les présumés successibles ou bien héritiers refusent de participer à la succession, d'être successibles, véritables, alors il y a deux cas. Par exemple, si c'est des renonçants, si eux tous ils renoncent, si ils sont nombreux ou bien c'est une personne, ils renoncent tous de participer, donc de recevoir la succession. Alors, leurs enfants, s'ils ont des enfants, les enfants peuvent succéder non pour représenter les renonçants, hein, mais de leur propre chef. À titre personnel. À titre personnel. D'accord. Dans ce cas, supposons que moi, mon père et mes enfants, moi je renonce à la succession de mon père. Ok? Mais mes enfants, ok, peuvent donc, lorsque nous tous, mes frères, mes soeurs, on renonce à la succession, ils peuvent donc, mes enfants peuvent et les enfants des autres peuvent maintenant succéder à titre personnel. Mais l'effet du renoncement, de la renonciation, c'est que ça accroît la succession. Si les autres ont accepté qu'il y a une seule personne ou deux personnes qui renoncent à la succession, leur part qu'ils devraient recevoir en réalité est donc encore ajoutée à la succession. Donc ça agrandit l'assiette de la succession. Mais il est interdit que les enfants viennent représenter ceux qui ont renoncé à leur nom. Voilà. Maintenant, lorsqu'on se trouve dans le cas où le défunt n'a pas de famille, ou que également les autres membres, tous les membres de sa famille sont décédés. Dans cette situation, qu'advient-il de son patrimoine? Alors, merci beaucoup, madame. Et là, il faut dire que son patrimoine, lorsque il n'y a pas d'héritier, on ne connaît personne. On a l'association ouverte, mais personne ne vient réclamer, comme vous venez de le dire. Oui. Ou bien on a donné inventaire, le temps pour faire inventaire à ceux qui pouvaient venir. Après ça, on ne retrouve personne. Alors on dit que la succession est vacante. Et lorsqu'elle est vacante, celui qui hérite, c'est l'État. Okay? L'État. C'est l'État qui reçoit la succession par le biais donc de l'administration des domaines. Okay? Donc, qui, selon les règles qui sont établies dans les cours de des personnes de la famille, vont nommer un curateur, c'est-à-dire celui qui va prendre soin va administrer, le patrimoine là au profit de l'État. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui, donc, la succession ouverte, où il n'y a personne qui vient, il n'y a personne qui la réclame, ou bien les personnes qui sont là renoncent. Tout le monde, ou bien il n'y a même pas d'héritier connu, selon tous les degrés connus, alors c'est l'État qui reçoit la succession. Donc on dit que la succession est vacante et c'est l'État qui l'hérite. Oui. Yao Kaïsa, dites-nous, est-ce que le régime matrimonial a une incidence dans la répartition des biens? Alors, le régime matrimonial, il faut d'abord reconnaître que c'est l'ensemble des règles qui organise les relations pécuniaires entre époux, et à l'égard des tiers. Voilà. Le régime matrimonial peut avoir un effet, une incidence sur le partage des biens. Cela diffère. Ça dépend de ce que la dissolution du régime est intervenue par le biais d'un divorce, ou par la mort. Voilà, les deux causes de dissolution du mariage et donc du régime matrimonial. Lorsque c'est par le divorce que le régime matrimonial est dissous, alors là, il faut véritablement tenir compte de chaque type de régime matrimonial. Au Togo, lorsqu'on est dans le régime de séparation des biens, et donc
dans ce cas, chacun des époux gère ses biens et a la propriété juste après avoir contribué aux charges du ménage et de la famille. C'est une obligation commune à eux tous. Okay? Le reste, si c'est le régime de séparation des biens, à la fin... Communauté des biens? Non, du régime de la séparation des biens d'abord. Okay. Je vais en venir. Le régime de la séparation des biens, à la fin du régime, à la dissolution du régime, chacun prend ses biens personnels. Et s'en va. Il s'en va. Maintenant que le conjoint survivant doit recevoir, il doit prendre sa partie, et qu'il a aussi le droit d'hériter, de venir à la succession de son conjoint. Ok, bah, non. Là-bas, si c'est la mort, ça. Oui. Voilà, oui. Si c'est la mort, ça. Si c'est comment l'appelle-t-on, le divorce, il reçoit ses biens personnels qu'il avait et qu'il avait la propriété, et c'est fini. Et maintenant, en cas de mort de son conjoint? En cas de mort, voilà, c'est là-bas, il faut reconnaître que quand bien même il reçoit ses biens personnels, il prend ses biens personnels, il a maintenant aussi le droit de participer à la succession de son conjoint qui est décédé. Nous sommes d'accord? Dans ce cas, ses biens personnels, les biens de la famille, on partage. Bon, il n'y a même pas partage parce que chacun a ses biens personnels. À la fin du régime, donc à la mort, le conjoint reprend ses biens personnels tranquillement. Maintenant, les biens de l'autre personne, il a aussi le droit de succéder donc avec les enfants et les autres donc et successibles. Donc au bien personnel qu'il a va s'ajouter le 1/4. Oui, ça va ajouter voilà le 1/4 qu'il doit recevoir donc de la succession de son conjoint. D'accord. Est-ce que c'est la même situation lorsqu'on est en communauté de biens? Maintenant, lorsque c'est le régime de la communauté de biens, là-bas, il faut reconnaître que les biens sont communs, sauf les biens que les époux avaient avant le mariage. C'est-à-dire que ils avaient ces biens avant le mariage, ils les ont acquis soit à titre honoré, soit à titre gratuit. C'est leur bien personnel. Nous sommes d'accord? Ou bien ils ont acquis ces biens, soit par succession. C'est leur bien personnel. Maintenant, les biens communs, c'est les gains et salaires. Nous sommes d'accord? Et tous les autres biens acquis à titre honoré ou bien à titre gratuit pendant le mariage. Dans ce cas, à la dissolution du régime matrimonial, du régime de communauté de biens, il y a donc ce qu'on appelle l'actif commun et le passif commun. Voilà. Donc, lorsque par exemple l'actif dépasse le passif, voilà, après avoir réglé les dettes du ménage, donc il reste l'actif. L'actif est partagé donc à part égale. Et ça varie aussi selon que c'est le divorce ou c'est la mort qui met fin au régime. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui. Donc, dans ce cas, si c'est le régime de communauté de biens et que c'est les divorces à part égale et chacun, on divise ça à part égale, chacun prend sa partie et puis c'est fini, ça s'arrête là. Lorsque c'est non, ça, quand c'est en cas de divorce, ça. Maintenant, en cas de mort, le conjoint survivant va recevoir sa partie égale à l'autre. Après avoir reçu ça, il va recevoir aussi la part qui lui revient dans la succession de son conjoint. Est-ce que nous sommes d'accord? D'accord. Voilà. Merci. Donc, il reste aussi le régime de participation au meuble acquis qui fonctionne, est-ce qu'on peut avancer beaucoup là? Bon, qui fonctionne pendant le mariage, comme c'est le régime de séparation des biens, c'est-à-dire que chacun gère ses biens personnels, mais à la fin du régime, c'est-à-dire que ce soit par divorce, on partage les biens de manière égalitaire. Voilà. Si c'est la mort, en tout cas, comme toujours dans le régime de communauté de biens, le conjoint reçoit la part, donc une partie égale. Donc on divise ça à deux, et donc chacun reçoit donc une part égale dans leur patrimoine. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, quel est le sort des dons? Par exemple, des dons faits entre époux. L'exemple d'une maison qui a été construite par un époux et qui a été offert en cadeau à son épouse. Comment est-ce qu'on gère ces biens-là à la mort du détenteur ou du propriétaire de ce bien-là? Alors, il faut reconnaître que d'abord, il n'est pas interdit que les époux se fassent des dons. Oui. Il n'est pas interdit. Il y a des clauses, il y a beaucoup de clauses et il y a aussi beaucoup de choses que les époux peuvent faire. Un époux peut décider d'augmenter la part
les biens de son conjoint, ok, en cas de dissolution, par exemple, du mariage. Ok, c'est là aussi, bon, ça peut être une donation, ok, il peut lui donner ça juste pour sortir ça de la succession après. D'accord. Voilà, pour sortir ça après de la succession. Donc, s'il fait ce don-là, ce don en réalité est valable, ok, sauf si ce don, par exemple, va jusqu'à emporter totalement le patrimoine du monsieur. Ok, dans ce cas, il faut prévoir que s'il n'y avait pas autre intention, ok, supposons que c'est pour déshériter totalement les enfants, ok, là il y a problème. Donc, les dons là sont valables, mais c'est quant à la preuve. Supposons qu'il n'y a pas d'écrit, ok, il n'y a pas d'écrit. Et là, puisque la donation en réalité, les dons manuels, les dons de meubles, c'est souvent pas écrit, c'est verbal. Mais supposons que c'est un immeuble, comme vous venez de le dire, une maison, là-bas, il faut nécessairement un écrit qui prouve que véritablement c'est un don, ou bien c'est là le conjoint prédécédé l'avait confié donc à son conjoint survivant. Nous sommes d'accord? Donc l'écrit, ça peut être prouvé par tout moyen à certains égards, mais il faut reconnaître que l'écrit est privilégié pour donc éviter des contestations ultérieures. Donc celui qui reçoit ces dons-là, pour se prémunir contre les problèmes futurs, après, doit en réalité demander un écrit pour le prouver après. D'accord. Voilà. Merci. Alors, la dernière chose, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est successible pour entrer dans une pleine jouissance de l'acte succession, et qu'est-ce qu'il faut peut-être faire pour éviter les mésententes et les éventuelles contestations? Alors, là-bas, ça dépend, hein, puisque si la succession est ouverte de manière... si le partage se fait de manière amiable, ok, il n'y a pas de problème. La loi reconnaît aux héritiers d'organiser le partage comme ils veulent, ok. Et là, c'est le partage amiable. La loi le permet. Là, ils viennent... tous les successibles viennent et puis ils organisent le partage, et chacun, la part qu'il reçoit, il est présumé venir personnellement, donc il est présumé recevoir personnellement cette part-là. Maintenant, lorsque c'est judiciaire, ok, il y a des mésententes, là, il faut véritablement s'en référer à justice, hein. Et là, le juge, par exemple, peut vous demander ce qu'on appelle l'acte de notoriété. L'acte de notoriété va permettre au juge de voir dans un acte que vous avez, c'est le notaire qui l'établit, hein, qui prouve que vraiment toutes les personnes qui prétendent, qui prétendent hériter de la succession ont vraiment la légitimité d'y participer. Est-ce que nous sommes d'accord? Voilà. Donc, pour éviter des problèmes, lorsque ce n'est pas à l'amiable, bon, vous entendez, lorsqu'il y a des mésententes, donc il faut s'en référer à justice, et le juge peut vous recommander toutes les actions qu'il faut donc pour s'assurer de la quotité, ok, la totalité de la succession, et le reste, toutes les actions, toutes les démarches que vous devez faire, il vous les recommandera pour que tout se fasse en paix. Voilà. D'accord. Merci. Merci à vous, Yao Kaïsa. Je rappelle que vous êtes chercheur et assistant juridique des justiciables. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, merci beaucoup, madame. Je vous remercie, hein. Je crois que on aura l'occasion d'en débattre beaucoup. Oui. Ok. Ce ne sont que des préliminaires, peut-être, hein. Et on aura l'occasion de bien décortiquer, d'approfondir pour sortir les éléments et amener les auditeurs, hein, donc de la radio Djena, donc à être tellement, je vais dire, armés, ou bien peut-être c'est trop fort, à être bien instruits, ok, quant à l'ouverture d'une succession, sa transmission et tout ce qu'il faut pour en jouir. Est-ce que nous sommes d'accord? Je crois que prochainement, on aura l'occasion d'en débattre davantage. Ah oui, nous en débattrons. Voilà. Merci, comme je le disais, d'avoir accepté notre invitation. Droit successoral au Togo, que dit la loi, fut le thème du jour, le thème que nous avons abordé avec notre invité. Merci, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. Restez toujours fidèles à nos programmes et à jeudi prochain.